Sophie, à Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le vendredi 15 mai. Voici les titres. L'Iran prêt à négocier avec la Chine pour tenter de régler la guerre au Moyen-Orient. Autre guerre entre la Russie et l'Ukraine cette fois-ci. Volodymyr Zelensky demande à son armée de préparer une réponse armée à l'attaque russe qui a fait au moins 24 morts ces dernières heures à Kiev. Nous parlerons d'Ebola. Une épidémie de cette maladie mortelle est déclarée dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, reportage au Chili, au cœur de la manifestation des lycéens et des étudiants contre la politique du nouveau président chilien, le président d'extrême droite, José Antonio Cast. Et si la solution venait de la Chine, la solution pour arrêter la guerre au Moyen-Orient, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, vient de déclarer qu'il était ouvert à tout soutien, y compris de la part de Pékin, pour aider à résoudre le conflit entre Américains et Iraniens. Nous avons de très bonnes relations avec la Chine, nous sommes des partenaires, a rappelé Abbas Araghchi. Un appel du pied du ministre iranien, Alice Froussard, au moment où Donald Trump, qui repart de Chine, dit perdre patience avec l'Iran. Abbas Araghchi a été clair, selon lui, il n'existe aucune solution militaire au conflit en cours. Les États-Unis ont déjà testé cette option à 2 reprises, autrement dit 2 fois, sans succès, dit-il, dans un entretien accordé à un média indien. Trop de messages contradictoires, c'est-à-dire différents, de la part de Washington, selon lui. Alors, il le précise, la solution viendrait peut-être de la Chine. Le chef de la diplomatie iranienne précise toutefois qu'il a reçu des messages de la part des Américains qu'ils seraient d'accord pour poursuivre les discussions. C'est donc une première avancée, car pour le moment, les négociations étaient restées au point mort, c'est-à-dire qu'elles n'avançaient pas, avec toujours le même blocage, la question du détroit d'Ormuz. Araghchi l'assure, il n'est pas fermé pour les pays amis. Cette restriction s'applique uniquement à nos pays ennemis, a-t-il déclaré. Les navires qui appartiennent à des pays qui ne sont pas en guerre contre l'Iran peuvent donc franchir le détroit d'Ormuz, doivent simplement coordonner leur passage avec les forces militaires iraniennes pour éviter tout obstacle potentiel et garantir un passage sûr. Reste à savoir ce qu'il entend par pays non belligérants. Les pays non belligérants sont sur le papier les pays qui ne sont pas en état de guerre. Merci Alice Froussard. Sachez que dans cette guerre, le porte-avions français, le Charles de Gaulle, est arrivé sur zone, pour reprendre un terme militaire. Situé à l'heure actuelle au large de la péninsule arabique, le porte-avions est positionné en cas de déclenchement d'une mission neutre, nous dit-on, pour rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz, a annoncé dans la journée la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo. La guerre entre l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky annonce des représailles. Le président ukrainien demande à son armée ukrainienne de préparer une réponse à l'attaque russe qui a fait il y a quelques heures au moins 24 morts à Kiev, dont 3 enfants. Enfin, Volodymyr Zelensky s'est rendu un peu plus tôt dans la journée sur les lieux du drame. Il a déposé des roses rouges sur les décombres du bâtiment qui était visé par un tir de missile. Les Russes ont pratiquement rasé tout un pan de l'immeuble, a déclaré le président ukrainien. Dans l'actualité africaine, une nouvelle épidémie d'Ebola en RDC, en République démocratique du Congo. Cette maladie, grave, souvent mortelle, se caractérise par de fortes fièvres et des hémorragies, des pertes de sang. 13 cas positifs ont été confirmés en Ituri, province située dans le nord-est de la RDC. Au total, plus de 200 cas suspects ont déjà été signalés. L'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine, a décidé de convoquer une réunion d'urgence avec les pays voisins que sont le Soudan du Sud et l'Ouganda. Le journal en français facile.
Au Chili, 1 millier de jeunes étaient réunis hier dans le centre de la capitale, Santiago. C'est la Confédération des étudiants du Chili qui lançait cet appel à la mobilisation contre le gouvernement d'extrême droite présidé par José Antonio Cast. Cet homme est à la tête du Chili depuis maintenant 2 mois. Hier, les lycéens et les étudiants ont décidé de descendre dans la rue pour dénoncer la politique du nouveau président. Notre correspondante Neila de Rouanet était dans le cortège. L'éducation chilienne ne se vend pas, elle se défend. C'est avec d'anciens slogans de mobilisation antérieure que les jeunes manifestants ont défilé sur l'une des artères principales de la capitale. Alex, 16 ans, dit déjà voir beaucoup d'injustices avec ce nouveau gouvernement et fait notamment référence à cette polémique émanant du ministère chilien des Finances qui suggérait de réviser le programme d'alimentation scolaire qui bénéficie à 2 millions d'étudiants chaque année. Grâce à ce programme, j'ai un petit déjeuner, un déjeuner chaque jour. S'il disparaît, je devrais supporter la faim toute la journée jusqu'au moment de rentrer chez moi pour manger un sandwich. Étudiante en journalisme, Belen, 18 ans, s'inquiète quant à elle de la décision du président d'extrême droite de réduire de 3% les budgets de chaque ministère, à l'exception de celui de la sécurité. Prioriser l'économie sur l'éducation, c'est stupide car une bonne éducation, ça assure une bonne économie pour le futur. Les jeunes, c'est l'avenir. De son côté, le ministère des Sciences a d'ores et déjà suspendu pour cette année l'attribution de plusieurs bourses pour étudier à l'étranger. Neila de Rouanet, Santiago, RFI. Cuba n'a plus de pétrole dans ses réservoirs. Déclaration du ministre cubain de l'énergie. Des manifestations ont éclaté à La Havane, la capitale, mercredi soir pour protester notamment contre le manque d'électricité, au point que le gouvernement communiste se dit prêt à examiner, réfléchir à une aide de 100 millions de dollars proposée par Washington. Une offre américaine jugée hypocrite par l'économiste cubain Omar Evelerni. C'est particulièrement immoral. Ils bloquent l'entrée des navires pétroliers et ensuite ils disent vouloir nous proposer une aide financière. Mais si la situation est si mauvaise, c'est à cause d'eux. Les problèmes les plus compliqués auxquels l'île fait face, c'est à cause des sanctions imposées par les États-Unis. Même si c'est vrai que beaucoup de difficultés sont liées à des décisions internes et auraient pu être résolues si le gouvernement avait plus ouvert le pays à l'économie de marché ou plus libéralisé l'agriculture et le secteur privé. Un dernier mot de football avant de retrouver le Café des Sports sur RFI alors que le mondial approche à grands pas. Début de la compétition dans 26 jours précisément. Nous replongeons dans l'une des archives les plus sombres du football français. Le fiasco de Naïsna. Il y a maintenant 16 ans en Afrique du Sud. On appelle ça aussi la grève des Bleus. L'équipe de France de football avait refusé de s'entraîner. C'est un documentaire réalisé par Netflix qui est sorti hier et qui met une fois de plus le feu aux poudres. Pauline Guillou. Sont où les clés ? Je prends les clés pour pas qu'ils s'en aillent parce que je reste persuadé que je vais encore les convaincre d'aller s'entraîner. Ça fait quoi ? 10, 15, 20 minutes que t'es dans le bus. 16 ans plus tard, que pouvait-on apprendre de plus sur le scandale de Naïsna ? L'histoire rocambolesque qui avait entaché la réputation du football français et condamné bon nombre de ses protagonistes. La fameuse taupe des Bleus reste inconnue, tout comme la véracité des insultes tenues par Nicolas Anelka à Raymond Domenech, qui ont fini en une du journal L'Équipe. La nouveauté de Netflix, ce sont les mots acerbes de Raymond Domenech sur ses joueurs, écrits dans son journal intime de l'époque. Nicolas Anelka a un gros con, un William Gallas qui fait toujours la gueule, un Thierry Henry qui se regarde le nombril, autant de propos que l'ancien sélectionneur des Bleus aurait mieux fait de garder secret. Suite à la diffusion de ce documentaire qui visait à se replonger dans l'atmosphère irrespirable de cet été en Afrique du Sud, Raymond Domenech est encore une fois moqué. Lui se dit trahi par Netflix et va même jusqu'à se dire violé dans son âme. Aussi visé par son ancien sélectionneur, Franck Ribéry va de son commentaire promettant de garder la vraie histoire pour plus tard. Plus tard, alors que le scandale de Naïsna semble déjà bien loin, mais qu'il continue toujours autant de défrayer la chronique. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.